Merci d'être si nombreux, merci beaucoup aux organisateurs de nous faire l'honneur d'être ici avec vous et merci d'avoir consacré votre temps, votre samedi à cette thématique si importante. Je suis particulièrement honoré d'être ici à votre invitation, particulièrement honoré d'être aux côtés de Rima. Et je ne peux pas commencer la conférence sans dire que l'action, Rima, que tu mènes, ton engagement sur ce sujet-là, et la manière dont tu mènes cet engagement est réellement admirable, est une grande source d'inspiration pour moi et pour beaucoup de monde. Donc voilà, je tenais à l'exprimer pour ouvrir cette conférence. Comme cela vous a été dit en introduction, donc je suis secrétaire général de Jurdi. Jurdi, c'est l'association des juristes pour le respect du droit international. C'est une association qu'on a cofondée avec des camarades juristes qui sont essentiellement universitaires et avocats, qu'on a fondée il y a 2 ans, en 2024, et qui a pour vocation, alors non seulement de faire de la pédagogie sur la question du droit international, de porter cette voie-là du droit international qui, comme vous le savez, est allègrement bafoué par beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de médias, et également dans les faits, bien évidemment. Et c'est également de mener des actions judiciaires concrètes pour justement tendre à faire respecter ce droit international. Et ce que je voudrais faire dans le cadre de cette intervention, c'est évoquer quelques actions que nous avons menées dans le cadre de cette association qui visent notamment la France, en lien précisément avec cette question du génocide. Et pour commencer, il faut rappeler simplement les termes du sujet, c'est-à-dire quand on parle de génocide, pourquoi on peut en parler, et pourquoi c'est légitime d'en parler, et pourquoi il est impératif de ne pas abandonner ce mot-là, alors même que beaucoup d'acteurs voudraient nous le faire abandonner. C'est tout simplement parce que c'est un mot qui a une définition juridique concrète. C'est une définition que vous trouvez notamment dans le statut de la Cour pénale internationale qui reprend une définition qui est donnée dans une convention en 1948, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce que prévoit ce texte, c'est qu'un génocide, c'est le fait de commettre un acte grave. Donc ce sont des meurtres, ce sont des actes qui portent une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Donc ça va renvoyer par exemple à la question de la torture, sur laquelle je reviendrai après. Ça renvoie également à le fait de soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle. Donc là, ça va concerner notamment le fait d'affamer une population, ce qu'on connaît très bien dans la situation à Gaza. C'est également la question d'entrave des naissances, donc notamment à travers la destruction des infrastructures hospitalières ou médicales, et c'est aussi le transfert d'enfants. Tous ces éléments-là, vous le savez, sont parfaitement caractérisés dans la situation à Gaza, il n'y a pas de discussion. Et l'autre élément constitutif du génocide, qui doit s'additionner au premier, c'est ce qu'on appelle l'intention génocidaire, c'est-à-dire l'intention d'infliger un de ces actes dont je viens de vous parler, avec justement cette intention de détruire toute une partie de la population pour des raisons ethniques, raciales, religieuses, etc. Et comment on fait pour démontrer cette intention, parce que c'est souvent le sujet qui est discuté, et bien tout simplement on la démontre à travers les actes commis eux-mêmes, quand on a un nombre de morts très important, quand on a un nombre de blessés très important, quand on a des schémas récurrents qui amènent justement à ces situations-là, ça permet justement de caractériser cette intention génocidaire, et on a la démonstration de cela de manière éclatante pour ce qui concerne la situation à Gaza. Et ce sont également les déclarations qui sont réalisées par des dirigeants israéliens, et je pense que vous avez tous entendu parler dès le début du génocide, c'est-à-dire très très proche du 7 octobre. Yoav Gallant, par exemple, ministre des Armées à l'époque, qui a pu parler d'animaux humains pour dépeindre la population de Gaza dans son intégralité, ou encore la déclaration du président Isaac Herzog, qui a pu dire que finalement, le fait qu'il y ait une population innocente à Gaza était un mythe, et qu'il convenait de lui briser la colonne vertébrale. Et vous voyez qu'à travers ces déclarations-là, il y a véritablement une intention d'infliger en fait une punition collective à la population qui témoigne justement de cette intention génocidaire. Et ce qu'il faut s'empresser de dire, me semble-t-il, et je le dis par rapport au contexte, au discours politique dominant et médiatique aussi, on y reviendra peut-être sur la question des médias, qui est une question pour moi extrêmement importante, en France en tout cas, il faut dire que le génocide continue toujours. Ce n'est pas fini, ça continue. Ça continue pourquoi ? Par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, le génocide, c'est notamment le fait de commettre des meurtres. C'est le fait d'ôter la vie à des personnes dans un contexte génocidaire. Et depuis le cessez-le-feu de fin d'octobre 2025, il y a toujours des morts. Là, on atteint plusieurs centaines de morts, on approche du millier de morts, et encore, c'est sans compter les morts indirectes, qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre que je viens de vous évoquer.
On a également un nombre conséquent de blessés qui sont intervenus suite à ce soi-disant cessez-le-feu qui finalement n'emporte que le nom, avec des personnes qui continuent à être ciblées, qui sont blessées, et là aussi ça caractérise le fait de porter une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Et dans cette catégorie-là, d'atteinte grave à l'intégrité psychique ou physique des personnes, il y a également bien entendu la question de la torture. Et ça renvoie notamment au rapport qui a été rendu, vous avez sans doute entendu parler, par Francesca Albanese, il y a à peu près un mois, qui est justement un rapport qui met en évidence l'usage de la torture par l'armée israélienne sur la population palestinienne, sur les détenus, mais pas que, avec, si vous voulez, quand vous lisez le rapport, vraiment des récits qui soulèvent le cœur. C'est vraiment très difficile à lire, mais il faut quand même poser des mots là-dessus. Ce sont des viols par pénétration anale, pénienne, avec des bâtons, qui sont accompagnés de coups, des soldats qui urinent sur les détenus qui se font attaquer par des chiens, et puis des choses, des chocs sur les parties génitales masculines, et puis des détenus qui parfois vont subir tout cela, vont perdre une partie de leur faculté mentale, ce qui est bien compréhensible au regard de ce qu'ils ont subi, et qui vont être lâchés comme ça à un endroit indéterminé, éloignés de leur famille, éloignés de leur domicile, et qui, par hasard, vont retrouver un proche qui peut-être ne va pas les reconnaître au regard de tout ce qu'ils ont pu subir. Et ça, si vous voulez, ça constitue une sorte de continuum de violence qui vient justement caractériser ce génocide-là. Donc, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. Ça, il faut vraiment l'assumer, le porter et le dire. Maintenant qu'on a posé les termes de l'équation, vous voyez que l'existence de ce génocide n'est pas contestable. Juridiquement, et d'ailleurs, je ne vais pas faire la liste de tous les rapports qui en attestent, mais on a vraiment une convergence exceptionnelle de rapports qui proviennent soit d'experts onusiens, soit d'organisations non gouvernementales, bref, qui viennent documenter le rapport d'Amnesty International, de Médecins sans frontières, de Human Rights Watch, les rapports de Francesca Albanese, les rapports de la commission Pilet, bref, il y en a un nombre conséquent qui rendent véritablement cette démonstration particulièrement éclatante. Maintenant, quel est le rôle de la France dans tout ça? Qu'est-ce qu'on attend de la France par rapport à l'existence de ce génocide? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une convention qui existe, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui est la convention de 1948 qui s'appelle Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et ce qu'impose cette convention, c'est que tous les États du monde doivent justement prévenir un génocide lorsqu'on sait qu'il est sur le point d'avoir lieu ou qu'il est en cours de commission. Donc ça pose deux questions finalement. La première c'est, est-ce que la France est au courant qu'il y a un génocide en cours, ou à minima un risque de génocide en cours, à minima, et est-ce que la France a agi pour précisément empêcher, mettre fin à ce génocide? Alors première réponse, est-ce que la France est au courant? Déjà a priori nous oui, donc ça serait étonnant que la France ne le soit pas, mais elle est au courant au moins à minima depuis une date précise qui est le 26 janvier 2024. Pourquoi? Parce que c'est à cette date que la CIJ, donc la Cour internationale de justice, a rendu une ordonnance indiquant qu'il y avait un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, et qui d'ailleurs demandait à Israël de prendre des mesures conservatoires pour mettre fin à ce risque, et Israël n'a jamais respecté ces mesures conservatoires, ne les a jamais adoptées. Donc à minima, depuis cette date-là, le risque génocidaire ne peut qu'être connu par la France et par le gouvernement français. C'est incontestable. Maintenant, deuxième question, est-ce que la France a agi pour prévenir ce crime de génocide? Et alors là, ça pose une question subsidiaire, c'est quand on parle d'obligation de prévention du génocide, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'aurait dû faire la France? Et là encore, on a la réponse à travers la jurisprudence, donc une décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice, qui est une autre décision qui est du 30 avril 2024. Et ce que dit la Cour internationale de justice dans cette décision, c'est très simple, c'est très précis, c'est que cette obligation de prévention des génocides, ça implique, ouvrons les guillemets, que la France doit mettre en œuvre tous les moyens qu'elle a raisonnablement à sa disposition pour mettre fin à ce risque génocidaire. Tous les moyens qu'elle a raisonnablement à sa disposition. Donc là, ça pose l'ultime question, est-ce que la France a utilisé tous les moyens qu'elle avait raisonnablement à sa disposition pour mettre fin à ce génocide? Ou en tout cas pour empêcher qu'il ait lieu, ou qu'il se poursuive? On va faire la liste, on va raisonner en faisant la liste. Alors, concrètement, c'est quoi ces mesures? Alors déjà, c'est un truc très simple, c'est alarmer, alerter sur le risque génocidaire. Dire qu'il y a un risque de génocide et par conséquent s'en émouvoir politiquement.
Eh bien même ça n'a pas été possible, puisque, souvenez-vous, c'est une interview lunaire d'Emmanuel Macron donnée à TF1, si j'ai bonne mémoire. On lui pose la question de savoir si pour lui, il y a un risque de génocide ou un génocide dans la bande de Gaza, et il répond textuellement, ça c'est une question qui est à réserver aux historiens. Vous vous souvenez de ça? Alors, question d'historien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quand même, enfin, si on se place du point de vue de la dignité humaine, ça veut dire quand même qu'il est en train de nous dire il y a peut-être un génocide à Gaza actuellement, mais c'est pas mon sujet. Ça veut quand même dire ça. Et deuxièmement, ça veut dire que quand il dit ça, c'est comme si la Convention sur la prévention du génocide n'existait pas. Parce que pour dissuader, pour prévenir un génocide, il faut forcément s'interroger sur le point de savoir s'il a lieu maintenant ou s'il est sur le point de se commettre. Si vous refusez de vous poser cette question et que vous la renvoyez aux historiens dans 20-30 ans, ça veut dire que vous assumez que vous ne respecterez pas cette obligation. Et par ailleurs, quand il dit ça, Emmanuel Macron, il se met aussi en dehors des clous constitutionnels, parce que selon la Constitution, il est le gardien du respect des conventions et des traités, et quand il dit ça, eh bien, il se met en dehors de son mandat, d'une certaine façon. Et plus récemment, vous avez peut-être entendu la déclaration de notre Premier ministre, Lecornu, au dîner du CRIF, qui, là encore, a répété que l'utilisation de ce terme génocide était scandaleuse, etc. Donc il s'inscrit finalement dans cette lignée. On n'a pas bougé d'un iota depuis 2024 sur ce sujet. Donc c'est quand même quelque chose de notable. Donc, est-ce qu'on s'est alarmé du risque génocidaire? Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième mesure qu'on peut prendre, eh ben, c'est prendre des sanctions individuelles ciblées contre des responsables politiques israéliens. Par exemple, des responsables qui appelleraient ouvertement au nettoyage ethnique. Je pense à Bezalel Smotrich, par exemple, on pourra en citer bien d'autres. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, il n'y a aucune sanction d'aucune nature que ce soit qui pèse ne serait-ce sur un seul ministre israélien, quand bien même ils appelleraient ouvertement au nettoyage ethnique. Donc Bezalel Smotrich, il peut venir en France, il n'y a pas de problème, alors que, objectivement, si, il y a quand même un gros problème. Mais il n'y a pas de position politique française claire sur ce sujet. Pour l'instant, le gouvernement se limite à prendre des sanctions individuelles contre une poignée de colons en Cisjordanie, mais ça se limite à ça, alors qu'on a quand même bien conscience que le problème dépasse largement ce problème des colons extrémistes. Troisième chose que l'on pourrait envisager, ce sont des sanctions de nature économique. Est-ce que la France a pris des sanctions de nature économique vis-à-vis d'Israël? Absolument aucune. Zéro. Aucune sanction économique. Autre question qu'on peut se poser, c'est la question du transfert d'armes, ou de munitions, ou de matériel militaire, ou de biens à double usage qui peuvent être utilisés justement dans le cadre d'opérations militaires. Et là également, vous savez que la France va contribuer finalement à nourrir la machine de guerre. Pourquoi? Parce qu'on a documenté des livraisons de certaines cargaisons, je pense notamment aux cargaisons d'Eurolix, avec des maillons qui servent à solidariser des balles qui ensuite sont utilisées dans des fusils mitrailleurs utilisés dans le cadre d'opérations militaires. Normalement, le droit international, et même ne serait-ce que la dignité, devrait imposer au pouvoir public de ne pas livrer ces composants militaires en se disant qu'ils risquent de toute façon d'être utilisés dans le cadre d'une entreprise génocidaire, et finalement ça n'a pas lieu. Et ces munitions, enfin ce matériel militaire-là a bien été livré. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que très récemment, là, il y a quelques jours, il y a une action judiciaire qui a été ouverte contre FedEx pour complicité justement de génocide, puisqu'on a découvert que de nombreuses cargaisons militaires justement avaient été embarquées à Roissy-Charles de Gaulle par l'intermédiaire de FedEx pour ensuite être livrées en Israël, avec du matériel notamment qui sert à des avions F-35, me semble-t-il, qui sont des avions de combat, donc qui sont utilisés dans le cadre de ces opérations-là. Donc voilà où nous en sommes. Donc bon, bref, vous voyez qu'on a fait à peu près les critères principaux qui pourraient être les actions de la France pour lutter contre un génocide, et vous voyez que sur toutes les cases qu'on a dessinées, on n'a pu en cocher aucune. Donc ça signifie qu'à nos yeux, en tant que juriste, la France n'a pas respecté ses obligations de prévention du génocide, et c'est la raison pour laquelle, avec Jordi, donc avec mon association, nous avons initié un recours, une plainte devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État constate que la France n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention du crime de génocide. C'est une action qui est en cours, et assez récemment, on a quand même eu un élément encourageant venant de l'étranger, puisqu'il se trouve qu'il y a une procédure analogue qui a été intentée en Belgique, et qui a été portée devant la Cour d'appel de Bruxelles. Et il se trouve qu'il y a moins d'un mois, la Cour d'appel de Bruxelles a effectivement, pour des raisons juridiques finalement qui sont les mêmes que celles que nous invoquons, a considéré que le gouvernement belge n'avait pas respecté son obligation en matière de prévention du crime de génocide. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la décision qui est rendue en Belgique,
les juges remettent en cause l'argument du gouvernement belge consistant à se dire « Ah, mais on ne livre pas de matériel militaire à proprement parler, on livre, vous savez, des biens à double usage. Donc il y a un usage civil et militaire, donc par conséquent, ça ne pose pas de problème si Israël s'engage à en faire un usage civil. » Eh bien, la Cour d'appel en Belgique, à Bruxelles, remet en cause cet argument-là, qui est le gouvernement pourtant utilisé par le gouvernement français. Donc voilà où nous en sommes au niveau de cette action devant le Conseil d'État. Et par ailleurs, il y a d'autres actions qu'on a intentées contre la France, et notamment une, si on va cette fois sur le volet répression des crimes, pas seulement du crime de génocide d'ailleurs, parce qu'à Gaza, il y a un crime de génocide qui est connu, mais il y a d'autres types de crimes. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Si je vais du côté de la Cisjordanie, on en trouvera également un certain nombre. Vous savez que depuis fin 2024, c'était en novembre 2024, la Cour pénale internationale, donc qui est une juridiction distincte, a émis des mandats d'arrêt contre Yoav Gallant, l'ancien ministre des armées israéliens, et contre Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre. Des mandats d'arrêt émis pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre, pas encore pour génocide, je dis pas encore parce que ça peut évoluer. Il peut très bien y avoir une évolution de la qualification à un moment. Et la situation c'est la suivante, c'est que lorsqu'un mandat d'arrêt est émis contre une personne au niveau de la Cour pénale internationale, eh bien tous les États qui sont membres de la Cour pénale internationale, qui reconnaissent sa compétence, dont la France, sont censés coopérer avec cette juridiction. Donc quand cette juridiction émet un mandat d'arrêt, eh bien ça signifie que si M. Netanyahou passe par la France, quelles que soient les modalités de son passage d'ailleurs, eh bien on est censé l'interpeller pour, in fine, le remettre à la CPI pour que la CPI puisse le juger. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le contraire. Vous avez sans doute vu que M. Netanyahou, par son avion gouvernemental, a traversé notre espace aérien alors à au moins 6 reprises. Et peut-être qu'il y en a certaines qu'on ne compte pas. Bon, il y a au moins 6 reprises. Alors nous, en tant que juristes, bien sûr, ça nous émeut, puisque ce n'est pas du tout conforme à ce qu'exige le droit international en matière de coopération. Et ce que nous avons fait, donc on s'est documenté, parce qu'on n'est pas spécialement spécialiste, on n'est pas forcément spécialiste de droit aérien à la base chez Jordi, et on s'est renseigné sur quels sont les processus en fait habituels, juridiques, quand il y a un avion gouvernemental qui traverse notre espace aérien. Et on s'est rendu compte que dans ce cas-là, il fallait systématiquement une autorisation délivrée par la France pour permettre ce passage. Donc nous avons demandé au gouvernement français le document d'autorisation pour voir sur quelle base juridique il se fondait pour autoriser ce passage et ensuite attaquer le gouvernement français pour l'acte en question. Réponse du secrétariat général du gouvernement, ces documents d'autorisation n'existent pas. Il n'y en a pas. Mais alors, on reçoit cette réponse-là du gouvernement par courrier et de manière assez fantastique au niveau de la chronologie. Un jour après, à l'Assemblée nationale, il y a une députée de la France Insoumise qui pose la question à Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères actuel, et qui lui demande ce qu'il en est de ces autorisations. Finalement, la même question que nous, on posait au secrétariat général du gouvernement. Réponse de Jean-Noël Barrot, effectivement, il y a des autorisations qui ont été données. Alors là, vous voyez qu'on ne s'est pas très bien coordonné au niveau des versions. Hein. Alors nous, on se sert de cette réponse qui a été faite par Jean-Noël Barrot pour formuler une demande auprès de la CADA. La CADA, vous savez peut-être, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, pour que la CADA impose au gouvernement français de nous transmettre ce document. Et il y a quelques mois, on a eu une réponse positive de la CADA. Donc la CADA impose, demande en tout cas pour l'instant, au gouvernement français de transmettre ce document. Le gouvernement français a un certain temps pour le faire, il joue un peu la montre, mais moi, il y a quelques jours, j'ai reçu le courrier justement où M. Lecornu dit qu'il avait traité notre demande, ça fait quand même 1 an et demi à peu près pour la formuler, qu'il avait traité notre demande et transmis au ministère des Transports. Donc on aura peut-être la réponse bientôt, et puis on vous la communiquera. En tout cas, nous n'y manquerons pas. Donc voilà la situation où nous en sommes finalement. Et ce que j'aimerais dire peut-être pour conclure au niveau des actions judiciaires que nous avons engagées, et ça va rejoindre un point que j'ai abordé très sommairement au tout début de mon intervention sur la question du traitement de cette situation-là par les politiques et les médias. Vous avez peut-être suivi le fait qu'il y a quelques semaines, c'était début février, Francesca Albanese avait été mise en cause par le ministre des Affaires étrangères, par Jean-Noël Barrot, pour des propos qu'elle n'avait jamais tenus. On a mis dans sa bouche des propos qu'elle n'a jamais tenus. Alors comment ça s'est passé? Initialement, c'est une ONG qui s'appelle UN Watch,
qui a en fait fait un montage vidéo tronqué avec des propos de Francesca Albanese lui faisant dire ce qu'elle n'avait pas dit. Cette vidéo est reprise sur les réseaux sociaux, notamment par la députée Caroline Yadan, vous connaissez tous j'imagine, mais pas que, par d'autres responsables politiques. Et par la suite, un courrier est adressé à Jean-Noël Barrot par 70 députés du groupe Renaissance, plus Caroline Yadan qui est apparentée, lui demandant de réagir à ces propos que Francesca Albanese n'a jamais tenus. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'au moment où ce courrier est envoyé, il y a déjà la vidéo complète, intégrale, véritable, qui a été mise sur les réseaux sociaux. On pouvait tous se renseigner sur l'existence de cette vidéo. Elle a d'ailleurs eu un fort écho, vous imaginez, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces parlementaires de signer cette lettre, qui déjà traduit un rapport à la vérité assez particulier. Et sur la base de cette lettre, une question au gouvernement est ensuite posée à Jean-Noël Barrot. Et Jean-Noël Barrot, qui a pourtant plusieurs jours pour préparer sa réponse, qui a des services avec lui pour vérifier si l'information est correcte, vous imaginez bien, eh bien, il va quand même faire une réponse à l'Assemblée nationale où il va reprendre à son compte, sans les formuler c'est vrai, mais en les reprenant quand même à son compte, les propos prêtés à Francesca Albanese pour demander à ce qu'elle démissionne de son actuel poste. C'est scandaleux parce que ça veut dire qu'on base des éléments de politique étrangère sur une fake news et on la reprend alors même qu'on avait les moyens de vérifier qu'elle était fausse. Alors avec notre association, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un double signalement. Un signalement au parquet de la Cour de cassation, au procureur général de la Cour de cassation visant M. Barrot, parce qu'il est ministre, donc il relève d'une juridiction particulière qui est la Cour de justice de la République. Et l'infraction que nous avons visée, c'est l'infraction de fausses nouvelles. Vous savez, diffusion de fausses nouvelles, c'est une infraction. Et un deuxième signalement qui vise notamment la députée Caroline Yadan et aussi UN Watch dont je vous parlais, donc cette espèce de pseudo-ONG là qui propage des éléments faux. Pour ce qui est du signalement à M. Barrot, on avait eu la réponse et le procureur général ne souhaite pas donner suite. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Donc on reçoit le courrier qui a été adressé aux journalistes en même temps. Et ce que dit le courrier, c'est notamment la chose suivante, c'est que l'infraction de diffusion de fausses nouvelles, et ça c'est vrai juridiquement, elle suppose de démontrer la mauvaise foi de la personne qui relève la fausse nouvelle. Et le procureur général dit, bah là en l'occurrence c'est pas possible de démontrer la mauvaise foi. On ne peut pas savoir s'il savait que c'était faux ou pas. Et je trouve ça assez amusant parce que finalement ça revient à dire qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui est capable de relayer une fausse information avec tout ce que ça implique comme conséquence derrière, sans même vérifier son information. Donc en gros, pour moi, c'est soit il est coupable, soit il est incompétent. Le procureur général pense plutôt qu'il est incompétent. Voilà. Sans le dire comme ça. Et pour ce qui est du signalement visant Caroline Yadan, on attend toujours, on devrait avoir la réponse dans les prochains jours. Peut-être que ça sera différent, parce que pour le coup, Caroline Yadan, on est arrivé à démontrer avec des captures d'écran, je vous passe les détails, qu'en clair, elle avait pris connaissance de la vidéo initiale, de la véritable vidéo. Donc là, la mauvaise foi, a priori, est davantage caractérisée, il ne devrait pas y avoir de sujet là-dessus, mais on verra la réponse du parquet de Paris. On verra. Soyons quand même prudents. Bon. Pour conclure cette intervention qui est peut-être déjà un peu trop longue, je voulais juste attirer votre attention sur un point qui me travaille depuis un petit moment, c'est que, notamment depuis l'intervention américano-israélienne en Iran et l'intervention israélienne au Liban, enfin l'attaque illégale dans les deux cas, eh bien, on voit poindre dans le discours politique français, y compris de la part de députés ou de responsables politiques qui se classent plutôt au centre, un discours consistant à dire que finalement, le droit international, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha et l'oméga, et puis il y a des situations où il faut peut-être, et je renvoie précisément à une déclaration qui a été faite par Gabriel Attal, je pense à lui en particulier, qui a dit il faudrait peut-être pas que la France soit le dernier pays à respecter la Charte des Nations Unies, et qu'il y a des situations où il faut savoir faire primer la force sur le droit en espérant que le droit revienne par la suite. Ça s'appelle un putsch. Alors là, vous voyez déjà que c'est un discours d'une confusion absolue. C'est un discours qui tend à dire que finalement, le droit international, c'est pas le reflet de valeurs fondamentales, c'est un truc, c'est un gadget, c'est un machin qu'on va utiliser quand ça nous sert, et quand ça ne nous sert pas, on le prend, on le balance à la poubelle. Et je vous invite à faire une connexion que je n'avais pas faite pour être franc à la base, mais qui me semble maintenant très logique, entre les personnes qui tiennent ce type de discours
et les personnes qui remettent en cause l'état de droit au sein de nos frontières. Il y a une très forte corrélation entre ces deux discours-là, et il ne faut pas manquer de la mettre en lumière.